Bonjour à tous les lecteurs de mes livres, aux abonnés à cette chaîne YouTube et à ceux qui me suivent sur les différents réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo, comme on fait souvent en début d'année, sur les changements 2023 qui concernent la fiscalité, l'immobilier, etc. Alors, on va parler de la loi de finances 2023. Alors, avant de rentrer dans la loi de finances 2023, une petite nouveauté en immobilier et que l'on a eu en décembre 2022, c'est le renforcement de la loi anti-squat. Effectivement, les sanctions contre les squatteurs ont été légèrement durcies. Il faut dire qu'avant, ils risquaient 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement, alors que le propriétaire qui avait son logement squatté depuis 6 mois sans recevoir de loyer et de compensation, qui n'en pouvant plus s'amuser à changer les serrures, risquait lui 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc maintenant, on a le même équilibre, c'est 45 000 € d'amende et 3 ans de prison à la fois pour le squatteur et le propriétaire qui se fait justice lui-même. Il faut dire que la situation antérieure dans un pays qui a érigé la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'article 17 dit la propriété est un droit inviolable et nul ne peut en être privé, c'était quand même assez ironique que finalement le squatteur risque moins que le propriétaire qui changeait les serrures. Alors passons à notre loi de finances 2023. Alors il n'y a pas beaucoup de nouveautés cette année en fait. Moi, j'en ai retenu une principale, qui est le doublement du plafond de déficit foncier de 10 700 €, donc à 21 400 €, assorti d'une condition, que les travaux qui vous permettent de doubler ce déficit foncier soient des travaux de rénovation énergétique qui vous permettent de passer votre bien en D ou mieux. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je trouve que pas forcément, parce que le déficit foncier, on n'économise pas les prélèvements sociaux. Alors qu'effectivement, si vous excédiez les 10 700 €, alors certes, vous n'avez pas de réduction d'impôt cette année-là, mais vous la reportez sur vos futurs loyers, et là, ils sont économisés à votre taux marginal d'imposition, plus les prélèvements sociaux. Donc, je ne trouve pas que ce soit forcément avantageux pour le bailleur, ce doublement des plafonds. Alors j'ai envie de dire presque, moi dans les nouveautés qui concernent les investisseurs, on s'arrête là dans la loi de finances. Mais par contre, il y a quand même deux leçons importantes de ce qui n'a pas été fait ou de ce qui a été fait. Première leçon, on vous dit les impôts n'augmentent pas. Alors certes, les barèmes de l'impôt sur le revenu ont été ajustés de l'inflation et donc les tranches, les positionnements des différentes tranches ont été rehaussés. Mais c'est bien le seul truc, quoi. Et en fait, on oublie de vous parler de l'impôt sur l'inflation. D'ailleurs, Milton Friedman disait que l'inflation est une sorte d'impôt qui peut être levé sans législation. Alors, à côté de ces seuils des tranches marginales de l'impôt sur le revenu qui ont été relevés, combien de plafonds, eux, n'ont pas bougé? On a le plafond du livret A, du livret de développement durable, du livret d'épargne populaire qui n'ont pas bougé. On a le plafond de versement du PEA à 150 000 € qui n'a pas bougé. On a l'un des critères pour être à la MNP qui est resté à 23 000 € qui n'a pas bougé depuis des années. On a l'abattement sur les successions pour l'assurance vie à 152 500 € ou l'abattement de 100 000 € sur les successions revenant à un enfant qui reste à 100 000 €. On a le seuil de l'impôt sur la fortune immobilière qui n'a pas bougé. Donc effectivement, si tout ça ne bouge pas et que vous avez une inflation forte, et bien en fait, votre imposition augmente, puisqu'en fait, ces seuils sur lesquels vous avez des avantages de non-imposition, entre guillemets, ils sont moins importants en euros constants. Pire, si vous avez une plus-value en bourse, payer 30% de flat tax sur celle-ci ne reviendra pas au même si vous avez 1% d'inflation ou si vous avez 6% d'inflation. Dans le dernier cas, vous allez payer une partie de flat tax sur ce qui n'est que de l'inflation et pas de la performance en euros constants. Puisque les titres immobiliers acquis après le 1er janvier 2018 ne bénéficient pas d'abattement pour durée de détention, contrairement à ce que l'on peut avoir en immobilier au bout de 30 ans. Et donc une inflation qui composerait à 6% sur plusieurs années, elle peut faire assez mal. Donc première leçon un peu de ces nouveautés, quand il ne se passe rien, il y a quand même un truc à voir. Deuxième leçon, et c'est aussi un truc, quand il ne se passe rien, il y a quand même un truc à voir, c'est qu'en fait, il y avait pas mal de choses qui avaient été votées en premier passage à l'Assemblée nationale et qui derrière n'ont pas été validées par le Sénat, la deuxième lecture, etc. Et quand on se penche sur les choses auxquelles on a échappé, on peut encore tirer une nouvelle leçon. Un amendement qui avait été voté en premier passage et qui avait fait du bruit était de priver les SCI à l'IS qui étaient à prépondérance immobilière du taux réduit à 15%.
Vous savez, pour les SCI à l'IS, on est imposé à 15% jusqu'à environ 40 000 euros, et ensuite à environ 25%. Et donc, cet amendement prévoyait de dire ça, c'est valable pour les sociétés dans leur ensemble, sauf pour les sociétés à prépondérance immobilière. Alors, c'est pas passé, mais c'est intéressant quand même parce que c'est pas là où la plupart des gens voyaient venir le danger. La plupart des gens se disaient c'est le LMNP qui va être remis en cause, etc. Au point que certains de mes collègues, on va dire youtubeurs, recommandaient il y a 1 ou 2 ans de tout passer en SCI à l'IS au maximum. Et leur raisonnement, c'était peut-être qu'on tapera sur les investisseurs immobiliers, mais on ne va pas taper sur les sociétés dans leur ensemble, parce que les sociétés, c'est l'économie, c'est ce qui crée de l'emploi, etc. Eh bien, en fait, on voit que l'imagination du législateur est sans limite, et qu'en fait, le législateur avait bien trouvé un moyen détourné, finalement, pour taper sur les SCI à l'IS sans taper sur les sociétés commerciales dans leur ensemble, en ajoutant cette précision de à prépondérance immobilière dans l'objet social ou l'activité, je ne sais plus exactement. Et donc, en écho à ça, moi je trouve que le raisonnement que j'ai toujours défendu dans mes livres et que j'ai appliqué à moi-même en tant qu'investisseur, c'est-à-dire de dire à partir du moment où on ne peut pas savoir comment la réglementation va évoluer et d'où va venir le danger, d'où vont venir les modifications qui vont vous pénaliser, la meilleure approche, c'est le fameux bon sens paysan, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et si vous ne mettez pas tous les œufs dans le même panier, ça veut dire qu'il faut faire un peu de nu avec du conventionnement ANA pour l'optimiser fiscalement en nom propre, un peu de meublé en LMNP ou LMP si vous dépassez les seuils, et un peu de SCI à l'IS. Et comme ça, si vous avez saupoudré un peu partout, voilà, vous ne prendrez pas d'un coup la machette le jour où ils changeront de façon défavorablement l'un des régimes fiscaux. Bon, voilà pour ces nouveautés fiscales, immobiliers. Bon, en bourse, il n'y a pas de nouveauté. Si, peut-être que j'ai sorti ma formation bourse sur les entreprises exceptionnelles, à voir dans la description de la vidéo si vous l'aviez loupé jusque-là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.